Journal de bord, tour historique, vol 75, dans les traces de Sheila, un voyage aérien en solo à travers le temps. Je vous rappelle que mes récits sont purement fictifs et imaginés par rapport au vol en simulateur que j'ai réellement fait. Bonjour les amis, après notre épopée et l'énigme des Grands Lacs aux États-Unis, la Fédération aéronautique internationale nous a contactés pour un nouveau challenge. Un tour du monde en solo. Nous avons accepté, mais malheureusement, Aïssa ne m'accompagnera pas sur cette mission. Elle est restée dans le Minnesota où je la rejoindrai à mon retour. Aujourd'hui, je suis honoré de vous présenter ce voyage exceptionnel, un tour du monde en solo, suivant les traces de la légendaire Sheila Scott. Le 18 mai 1966, Sheila Scott, pionnière de l'aviation britannique, décollait de l'aéroport de Londres Heathrow à bord de son Piper PA 24-260B Comanche, immatriculé GATOY et surnommé Me2. Elle réalisait alors un exploit monumental, devenant la première femme britannique à voler en solo autour du monde. Sheila a parcouru 28 658 milles, 46 121 km, en 189 heures de vol sur 33 jours, établissant 10 records du monde de vitesse sur des parcours reconnus par la Fédération aéronautique internationale, FAI. Ces étapes allaient de Londres à Rome, Athènes, Damas, Karachi, Delhi, Sydney, Honolulu, San Francisco, New York, et bien d'autres villes emblématiques, avant de revenir triomphalement à Londres le 20 juin 1966. En 2024, je reprends ce flambeau historique. En pilotant le même avion, je m'apprête à retracer ce parcours emblématique. Ce vol est une célébration du courage, de la détermination et de l'esprit pionnier de Sheila Scott. Chaque kilomètre parcouru, chaque escale effectuée, sera un hommage à ses incroyables réalisations et à son impact durable sur l'aviation. Ce voyage ne sera pas seulement une aventure personnelle, mais une ode à l'héritage de Sheila Scott, une légende de l'aviation. Suivez-moi dans cette aventure épique à travers les continents et les océans, où nous rendrons hommage à une pionnière tout en poursuivant le rêve de voler librement à travers le monde. Préparez-vous à embarquer pour un voyage à travers le temps et les cieux. Ensemble, nous honorerons le passé tout en inspirant l'avenir. Vous pouvez retrouver ma feuille de route complète des 33 étapes à venir sur mon blog Pejaro 70ES Logbook Vol 75. Samedi 1er juin 2024. Ce matin à bord du Piper A2 à 250 Comanche, je prends mon envol à l'aéroport de Londres Heathrow en Angleterre. Je devrais parcourir 1479 km en 5 heures environ pour rejoindre Rome, ma première escale. Je décolle et survole déjà le centre-ville de Londres. Je quitte les côtes de l'Angleterre pour traverser la Manche. Ah, la France. Enfin les côtes françaises qui me font penser au débarquement du 6 juin 1944. Voilà, je survole Paris, la capitale de la France, à 7000 pieds. Le temps est couvert en dessous, il est impossible de voir la tour Eiffel d'ici. Survol de la ville de Lyon. Puis le givre à moins 10 degrés Celsius. Je passe maintenant au-dessus de Genève, ville frontière de la Suisse bordée par le lac Léman. Direction le Mont Blanc du côté français. Je survole le sommet du Mont Blanc. Bienvenue en Italie. En dessous, la vallée d'Aoste, réputée pour son jambon.
Je peux apercevoir Turin au loin sur ma droite. J'arrive à Alexandrie. Elle n'a pas de port, celle-ci. Survol du Parco Natural Régional dell'Antola. Arrivé à la Spezia. Arrivé à Pise et son emblématique tour de Pise que j'ai pu apercevoir dans un grand parc au bout de mon aile gauche. Je passe Follonica au bord de la côte sur la droite. J'arrive maintenant à l'aéroport de Grosseto. Enfin l'aéroport de Rome. Je me pose un peu brutalement, mais tout va bien pour une première. Super! Mon vol est validé par la fédération. Je peux accéder au vol suivant. Le deuxième jour, le jour se lève, je monte à bord de mon Piper sur les coups de 7 heures du matin. Aujourd'hui, mon vol me mènera à Athènes, en Grèce, berceau des Jeux Olympiques et haut lieu de la mythologie grecque. Ce vol devrait me prendre environ 4 heures et 5 minutes pour parcourir 1175 km. Je suis particulièrement enthousiaste ce matin à l'idée de me diriger d'abord vers le centre-ville de Rome, car je ne l'ai pas survolé hier en arrivant. En survolant Rome à bord de mon Piper Comanche d'époque, je suis émerveillé par la majesté de la ville éternelle. Le soleil du matin baigne les monuments antiques et les ruelles pavées dans une lumière dorée. J'arrive par le complexe de natation del Foro Italico et le stade olympique sur ma gauche, ses gradins vides attendant impatiemment le retour des foules en liesse. Je survole le Tibre, ses eaux scintillantes reflétant les ponts historiques qui le traversent. Un demi-tour au-dessus de l'aéroport Roma-Urbe me permet d'admirer les avions alignés sur le tarmac, attendant leur prochain envol. Puis je m'oriente vers Municipio 2, où les toits en tuiles rouges s'étendent à perte de vue. Les clochers des églises pointent vers le ciel, témoins silencieux de l'histoire millénaire de cette ville extraordinaire. Je peux apercevoir la cité du Vatican sur ma droite ainsi que tous ces bâtiments historiques que tout le monde a entendu parler au moins une fois dans sa vie. Ensuite, je survole rapidement le Forum romain, Foro Romano, centre politique, religieux et commercial de la Rome antique. Le Forum est aujourd'hui un lieu de contemplation. Ses ruines témoignent de sa grandeur passée. Le Colisée, Colosseo, cet amphithéâtre romain, construit au 1er siècle après Jésus-Christ, est un symbole emblématique de Rome. Il accueillait jusqu'à 50 000 spectateurs pour des combats de gladiateurs et d'autres spectacles grandioses. Je refais un demi-tour car ces bâtiments sont impressionnants de beauté. Le Palatin, Palatino, l'une des 7 collines de Rome, le Palatin est le berceau légendaire de la ville. Ses palais impériaux et ses jardins luxuriants rappellent la grandeur des empereurs romains. Le Cirque Maxime, Circo Massimo, autrefois le plus grand stade de course de chars de Rome, le Cirque Maxime pouvait accueillir jusqu'à 250 000 spectateurs. Aujourd'hui, c'est un vaste espace ouvert. Le monument à Victor Emmanuel II, Vittoriano, également appelé Il Vittoriano, ce monument dédié au premier roi d'Italie se dresse sur la Piazza Venezia et offre une vue panoramique sur la ville.
Mon comanche virevolte gracieusement, comme un oiseau en liberté. Je me sens privilégié de survoler Rome, de contempler son passé et son présent, et d'imaginer les aventures qui se sont déroulées dans ses rues et ses places. C'est un vol que je n'oublierai jamais, un voyage dans le temps au-dessus de la ville éternelle. Je quitte Rome par le sud, en route pour Athènes. Je survole les magnifiques paysages italiens. Rapidement, les lacs d'Albano et de Nemi apparaissent sous mes ailes. Ces lacs sont des calderas formés par le volcan Lasial, dont l'activité a façonné ces paysages uniques. Le volcan Lasial, actif il y a environ 600 000 ans, a eu sa dernière éruption majeure il y a environ 36 000 ans. La Riserva naturale intégrale Piscina del Bagnature est une zone humide issue d'une dépression dunaire ancienne, formée au Quaternaire et située à Sabodia, dans la province de Latina. Je passe Formia. Ici c'est Sellol. Aeroporto Militar di Caserta, Grasanise. Je m'essaie à l'italien mais mon accent n'est pas bon. Je survole San Cipriano d'Aversa dans la province de Caserte, Campanie. Naples est une ville située au sud de l'Italie, sur la baie de Naples. À proximité se trouve le Vésuve, volcan toujours en activité qui a détruit la ville romaine voisine de Pompéi. Datant du 2e millénaire avenue Jésus-Christ, Naples possède un patrimoine artistique et architectural riche de plusieurs siècles. La cathédrale de la ville, Duomo San Gennaro, regorge de fresques. Les autres monuments principaux comprennent le Palais Royal et Castel Nuovo, un château du XIIIe siècle. Je traverse la chaîne de Piano di Prata, ou le village de Quindici, province de Avellino. J'arrive au-dessus de Tarente, une ville portuaire historique située dans les Pouilles. Tarente est célèbre pour son port naturel et son importance stratégique. La région environnante est majoritairement plate, avec de vastes plaines agricoles cultivant du blé, des oliviers et des vignes. En survolant la campagne italienne, j'aperçois un cercle distinctif, le Nardo Technical Center. Géré par Porsche Engineering, ce centre d'essai automobile près de Nardo, dans les Pouilles, est célèbre pour sa piste circulaire de 12,6 km utilisée pour des tests de haute vitesse. Ce centre est crucial pour les tests et le perfectionnement des véhicules. Voilà, je quitte l'Italie. En route pour une traversée de la Méditerranée vers l'île de Topica Comuni Vugnatadon, Melitiei, Grèce. J'arrive à l'aéroport d'Action, Aerodromium Preveza, en Grèce. Je passe Lustrum Xeromrou, un village situé dans la région de Xyrocambo. Ensuite j'arrive à l'aéroport régional Aerodromium Publicum Agrignancy dans la ville d'Eagrigno. Au loin le lac Triconida. Je longe et survole le golfe de Corinthe, admirant la beauté de ses eaux scintillantes. Non loin de la ville de Corinthe, un célèbre chenal creusé par l'homme attire mon attention. Ce chenal, connu sous le nom de canal de Corinthe, relie le golfe d'Égine à la mer Ionienne, permettant ainsi aux navires de traverser directement entre la mer Égée et la mer Adriatique sans avoir à contourner la péninsule du Péloponnèse. Je survole rapidement Enea Peramo qui borde le golfe d'Éleusis, ou golfe d'Elefsina. La ville d'Athènes en vue. Je survole le port du golfe d'Elefsina, une étendue d'eau maritime stratégique et historiquement importante. Je peux admirer les activités portuaires en contrebas et apercevoir des navires en mouvement dans ce port vital pour la région d'Athènes. Ensuite, mon regard est captivé par l'acropole d'Athènes, un site emblématique qui domine la ville depuis son plateau rocheux. Je vire à droite pour contourner le centre de contrôle de la région d'Athènes-Macédoine, un bâtiment qui semble abandonné, peut-être un ancien aéroport ou une installation désaffectée, ajoutant une touche de mystère à ma descente vers Athènes. Mon vol me mène ensuite vers la pointe de Vouliagménie, où les eaux bleues de la mer Égée scintillent sous le soleil méditerranéen. Un virage à gauche m'amène à Flèves, dans la région de l'est de l'Attique, m'alignant parfaitement avec la piste d'atterrissage de l'aéroport. J'amorce ma descente en douceur, capturant les dernières vues panoramiques de la ville étalée sous moi. Les quartiers résidentiels, les ruelles animées, et les sites historiques se déploient devant moi alors que j'approche de la piste 03L. Enfin,
Je touche terre à l'aéroport international d'Athènes Elefthériou-Venizelos avec succès. Je peux maintenant partager le sentiment qu'a ressenti Sheila Scott en explorant Athènes depuis les airs. Super! Mon vol est validé par la fédération. Je peux accéder au vol suivant. Jour 3, vol 3. Je suis à Athènes, prêt pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, je vais rejoindre Damas en Syrie, un vol de 1309 km qui devrait prendre environ 4h37. Mon itinéraire me fera traverser la mer Égée jusqu'aux îles de Kos et Caméro, près des côtes turques, puis le pays de Chypre et son île isolée. Je longerai ensuite les côtes du Liban, ferai un crochet vers la mer de Galilée en Israël avant de finalement atteindre la Syrie. Un voyage à travers des régions à température élevée m'attend. Je décolle et prends de l'altitude vers l'est, me dirigeant vers les premières grandes îles des Cyclades, Eubée, Caristo, Andro, Idrousa, Tino, Exonvourgo et Mykonos. Vue du ciel, Eubée, la deuxième plus grande île de Grèce, se déploie avec ses montagnes, ses plages et ses sources thermales. C'est une île diversifiée avec des paysages allant des montagnes couvertes de forêts aux plaines fertiles et aux plages pittoresques. En survolant Caristo à l'extrémité sud d'Eubée, je suis frappé par ses paysages pittoresques, ses montagnes majestueuses et ses plages de sable doré. Andro, une des îles les plus au nord des Cyclades, offre des vues spectaculaires avec ses rivières, ses cascades, ses plages et ses sentiers de randonnée. Enfin, Mykonos, situé au centre des Cyclades, est connu pour ses plages animées, ses villages blanchis à la chaux et sa vie nocturne vibrante. Mykonos est une destination touristique majeure avec une atmosphère cosmopolite. Son histoire riche, avec des vestiges archéologiques importants, notamment sur l'île voisine de Délos, en fait un lieu fascinant à survoler. Kos, située dans l'archipel du Dodécanèse, est une île grecque aux charmes multiples. Datsa, située dans la province de Mula, est une région côtière d'une beauté exceptionnelle. La presqu'île offre des côtes déchiquetées, des criques isolées et des plages de sable fin. Cnido, un ancien port antique avec des ruines bien préservées, se trouve au bout de la presqu'île. Rhodes est la plus grande île du Dodécanèse. Située en mer Égée, elle se trouve entre l'île de Carpathos, Grèce, et les côtes turques, à seulement 17,7 km de ces dernières. L'île est bordée au sud-est par la mer Méditerranée. Sa population en 2011 était estimée à environ 115 490 habitants. La ville principale de l'île, également nommée Rhodes, compte entre 50 000 et 60 000 habitants. Elle abrite un évêché orthodoxe, la métropole de Rhodes. Le célèbre colosse de Rhodes, l'une des 7 merveilles du monde, était une statue gigantesque érigée à l'entrée du port de la ville. Mythologiquement, l'île est associée à Hélios, le dieu du soleil, et à la nymphe locale Rhodé, qui donna naissance à plusieurs descendants fondateurs de cités sur l'île. Chypre, officiellement la République de Chypre, est un État situé sur l'île de Chypre en Asie, dans la partie orientale de la mer Méditerranée, dans le bassin levantin. Bien que Chypre soit géographiquement proche de la région du Proche-Orient, le pays est rattaché politiquement à l'Europe et est membre de l'Union européenne. L'île est divisée en deux entités, la République de Chypre, reconnue internationalement, et la République turque de Chypre du Nord, reconnue uniquement par la Turquie. Sa capitale est Nicosie. Chypre est célèbre pour ses paysages variés, ses plages, son histoire riche et sa position stratégique entre l'Est et l'Ouest. Elle est également associée à la légende de la déesse de l'amour, Aphrodite, qui serait née ici. Mon vol me conduit à toucher les côtes du Liban. Après avoir contacté la tour de contrôle générale, je continue mon chemin vers Israël. Survoler ces pays sans me poser nécessite des précautions spécifiques pour assurer la sécurité. Traverser l'espace aérien libanais et israélien est délicat en raison de la situation géopolitique de la région. Mon changement de cap à l'aéroport de Monsieur Ibn Yaakov, situé dans la ville de Rosh Pina en Israël, me permet d'admirer la vallée du Jourdain, une région riche en histoire. En survolant cette vallée légendaire, je suis frappé par l'importance historique et spirituelle de ce lieu. La vallée du Jourdain est non seulement un paysage magnifique mais aussi le théâtre de nombreux événements bibliques et historiques. Mon vol se poursuit alors que j'approche de la frontière syrienne, prêt à pénétrer dans l'espace aérien de ce pays ancien et historiquement riche. Je commence à préparer mon approche finale vers Damas.
Je maintiens un cap précis, surveillant les instruments de navigation pour garantir une approche en douceur. Alors que je m'aligne avec la piste 05L de l'aéroport international de Damas, la ville historique de Damas, avec ses millénaires d'histoire, se trouve sur ma gauche. En me rapprochant de la piste, je ressens une satisfaction immense. L'atterrissage est doux et précis, les roues touchant la piste avec une délicatesse rassurante. Je ralentis progressivement, suivant les indications des contrôleurs au sol, et je me dirige vers ma place de stationnement. Mission accomplie. Mon vol jusqu'à Damas s'est déroulé sans encombre, et je suis prêt pour la prochaine étape de mon aventure aérienne. Jour 4, vol 4. Je suis à Damas, il est 7 heures du matin et la température avoisine les 21 degrés Celsius. Aujourd'hui, mon objectif est de rejoindre Manama à Bahreïn, une distance de 1658 km que je prévois de parcourir en environ 5 heures et 28 minutes. Décollant de la piste 05R, je m'élance vers le nord-est, en mettant le cap d'abord vers la ville de Damas, située à environ 25 km au nord-ouest. C'est un défi délicat étant donné la distance que je dois encore parcourir aujourd'hui avec un plein de carburant, mais je suis confiant que tout se passera bien. Damas, la capitale de la Syrie, est l'une des plus anciennes villes continuellement habitées au monde. Nichée à 80 km de la mer Méditerranée et protégée par une chaîne montagneuse à l'ouest, la ville s'est développée autour de la source vitale du Barada, alimentant une oasis dans la Ghouta orientale avant de se perdre dans la plaine désertique. Je remets le cap vers l'aéroport et même plus loin, direction Nadjaf en Irak, traversant le vaste désert syrien, également connu sous le nom de steppe syrienne. Ce désert, jadis recouvert par une mer peu profonde il y a des millions d'années, s'étend sur des centaines de kilomètres avec ses vastes plaines arides et ses collines rocheuses. Sous mes ailes, le paysage se métamorphose en une mer de sable et de roches, parsemée de rares arbustes résilients. Les motifs ondulants du désert captivent, créant une vision presque hypnotique alors que je survole cette étendue infinie. Je constate la rudesse des conditions de vie dans cette région, les températures extrêmes, avec des chaleurs pouvant atteindre 45 degrés Celsius pendant la journée et des nuits glaciales autour de 5 degrés Celsius. Malgré cela, le désert syrien a été un corridor historique vital pour les caravanes et les explorateurs, connectant différentes civilisations à travers les âges. Pendant 2h40, je traverse ce désert austère, où le silence règne presque, uniquement rompu par le bourdonnement régulier du moteur de mon avion. Enfin, des signes de civilisation émergent, indiquant la fin de cette étendue désertique et le début d'une nouvelle phase vers Kuwait City à 1h30 d'ici. Le voyage de Najaf à Kuwait City traverse une région géographiquement diversifiée et historiquement riche. En quittant Najaf, en Irak, vous traversez des paysages qui varient entre des plaines semi-arides et des zones plus fertiles le long du fleuve Tigre. Najaf est célèbre pour être un centre religieux important pour les musulmans chiites, abritant le mausolée de l'imam Ali, ce qui en fait un lieu de pèlerinage majeur. En volant vers le sud-est, vous entrez dans les vastes plaines désertiques de l'ouest de l'Irak, où les températures peuvent atteindre des niveaux extrêmes, souvent bien au-dessus de 40 degrés Celsius pendant la journée. Cette région a été traversée par des caravanes pendant des siècles, reliant l'Arabie à la Mésopotamie et au-delà. À mesure que vous approchez de la frontière avec le Koweït, les paysages changent pour devenir plus désertiques, avec des dunes de sable et des formations rocheuses caractéristiques du désert arabique. Historiquement, cette région a été le théâtre de nombreux événements et migrations, influencés par les routes commerciales antiques et les conquêtes militaires. Kuwait City, la capitale du Koweït, est située sur la côte sud du pays, le long du golfe Persique. C'est un centre économique et culturel majeur de la région, connu pour ses gratte-ciel modernes, ses centres commerciaux et ses infrastructures urbaines avancées. Historiquement,
Le Koweït a été un centre de commerce maritime et a joué un rôle crucial dans l'histoire récente de la région, en particulier après l'indépendance en 1961 et pendant la guerre du Golfe en 1990 à 1991. L'aéroport international du Koweït est le principal aéroport du pays, situé à environ 16 km au sud de la capitale. L'aéroport a une riche histoire, ayant évolué considérablement depuis son ouverture en 1962. Le terminal 4, inauguré en 2018, a augmenté la capacité de l'aéroport, facilitant ainsi les vols internationaux. En plus de ses fonctions commerciales, l'aéroport a joué un rôle stratégique pendant la guerre du Golfe, étant une base logistique importante. Je me dirige maintenant vers l'aéroport de Jubail, une ville industrielle importante en Arabie Saoudite. Fondée dans les années 1970, Jubail est devenu un centre névralgique pour la pétrochimie et les industries lourdes, transformant un paysage désertique en une métropole industrielle moderne. Ensuite, je survole Qatif, une ville historique du Golfe Persique. Je continue vers Dammam, l'un des principaux ports de l'Arabie Saoudite. Dammam a connu une croissance rapide grâce à la découverte de pétrole dans la région. Le Dammam numéro 7, le premier puits de pétrole commercial du royaume, a marqué le début de l'ère pétrolière saoudienne dans les années 1930. Ensuite, je survole Khobar, une ville dynamique sur la côte est de l'Arabie Saoudite. Khobar est connue pour sa corniche pittoresque et son rôle clé dans le commerce international et la logistique maritime. Elle a également joué un rôle crucial pendant la guerre du Golfe, accueillant des troupes alliées et servant de point stratégique. Je me dirige ensuite vers l'île de Bahreïn, un royaume insulaire riche en histoire. L'île a été un centre de commerce maritime depuis l'Antiquité, reliant les civilisations mésopotamiennes et indiennes. Enfin, j'arrive à Manama, la capitale de Bahreïn. Manama est une ville moderne qui a su conserver son héritage culturel. La mosquée Al-Fateh, l'une des plus grandes mosquées du monde, et le souk traditionnel de Manama sont des témoins de son histoire. Je m'approche de l'aéroport de Bahreïn Muharraq, prêt à conclure cette étape de mon voyage avec des souvenirs marquants des lieux historiques survolés. Après un vol de 1574 km et 5h38, mes roues touchent le sol à Bahreïn. Je m'écarte doucement de la piste et reçois la certification de ce vol. Vol 5, 5e jour. Aéroport de Bahreïn Muharraq, il est 9h moins le quart du matin, et il fait déjà plus de 30 degrés Celsius. Ma destination d'aujourd'hui sera Karachi, au Pakistan, pour un vol de 1663 km et environ 5h48. Hier soir, après avoir atterri, j'ai passé une soirée agréable à explorer Manama. J'ai visité le souk de Bab al-Barin, où les étals regorgeaient de bijoux, d'épices et d'artisanat local. J'ai dîné dans un restaurant traditionnel, savourant des plats locaux comme le mashbou, une spécialité à base de riz et de viande. Après cette riche immersion culturelle, je me suis assuré de préparer minutieusement mon vol pour le lendemain avant de me coucher tôt. Ce matin, prêt pour une nouvelle journée de vol, je m'apprête à rejoindre mon Piper Comanche pour décoller et j'ai hâte de survoler Dubaï dans la matinée. Je décolle et fais un petit tour de la ville de Manama, capitale du Bahreïn, en admirant ses gratte-ciels modernes et ses bâtiments historiques comme la mosquée Al-Fateh.
Ensuite, je mets le cap vers Doha, traversant la mer qui entoure l'île en direction du sud-est, vers les côtes du Qatar. J'arrive au Qatar et survole cette région aride. J'ai oublié de mentionner ma tablette embarquée dans le vide-poche du Piper Comanche. C'est un outil précieux qui me fournit des données en temps réel sur le vol, y compris la météo, les températures intérieures et extérieures, et la durée restante de carburant. Elle est équipée d'un analyseur de moteur graphique qui me permet de surveiller les performances du moteur. De plus, grâce au gestionnaire de charge en temps réel, je peux gérer le poids et l'équilibre de l'avion. Puis j'arrive à Doha, la capitale du Qatar, avec son skyline futuriste, et célèbre pour ses marchés traditionnels, comme le Souk Waqif, et ses musées comme le musée d'art islamique. Je passe au-dessus de l'aéroport international Hamad. Ensuite, je mets le cap vers Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis, traversant la baie du Golfe Persique qui sépare ces deux villes. Je survole Abu Dhabi, admirant des merveilles architecturales comme la grande mosquée Sheikh Zayed et le circuit de F1 de Ferrari World. À hauteur de l'aéroport international d'Abu Dhabi, je fais un virage à gauche et me dirige vers le nord-est, en direction de Dubaï. En arrivant à Dubaï, j'aperçois des lieux emblématiques comme le Palm Jebel Ali, un archipel artificiel en forme de palmier. À droite, j'aperçois les canaux des Emirates Hills, une communauté résidentielle de luxe. En dessous de moi se trouve le Palm Jumeirah, un autre archipel artificiel. À ma droite, le célèbre Burj Al Arab, un hôtel de luxe en forme de voile. Dubaï est également célèbre pour le Burj Khalifa, la plus haute tour du monde, et le Dubai Mall, l'un des plus grands centres commerciaux au monde. Tandis que je continue mon vol, je suis fasciné par l'équilibre entre l'innovation moderne et les traditions riches qui définissent cette région. Je change de cap vers la droite, laissant l'aéroport international de Dubaï derrière moi. En montant en altitude, je survole la chaîne montagneuse de Wadi Al-Khour, une région connue pour ses paysages arides et ses vallées profondes. La chaîne de montagnes est un contraste saisissant avec la modernité de Dubaï. Je passe la frontière avec les Émirats pour entrer en Oman. En traversant la baie du golfe d'Oman, je me dirige vers Mascate, la capitale d'Oman. Mascate est réputée pour son architecture traditionnelle et ses souks animés. Je passe au-dessus de l'aéroport international de Mascate, puis je survole la ville, admirant ses bâtiments historiques tels que le palais Al-Alam et les forts portugais du XVIIe siècle qui surveillent la baie. Après avoir quitté les côtes omanaises, je traverse à nouveau le golfe d'Oman pour rejoindre la rive nord, qui marque le début du Sindh au Pakistan. La traversée est longue, avec des paysages maritimes vastes et parfois tumultueux. Enfin, j'arrive à Karachi, dans le district de Karachi Sud, Sindh, Pakistan. Karachi, la plus grande ville du Pakistan et un important port maritime, est un centre économique et culturel dynamique. La ville se distingue à travers les nuages par ses avenues animées et son architecture coloniale britannique. J'arrive dans la brume épaisse à l'aéroport international de Karachi, un point névralgique crucial pour les voyages internationaux et le commerce. Je dois atterrir piste 25R située à sens inverse de mon arrivée. Je procède à un demi-tour en 2 changements de cap à 90 degrés et m'aligne sur la piste. Je me pose en douceur et m'écarter de la piste.
Hurrah, après 5h37 de vol et un décalage horaire d'1h30 supplémentaire. Voilà mon 5e vol validé. Vol 6, 6e jour. Il est 7h du matin, il fait déjà chaud avec 30 degrés Celsius, et la ville de Karachi est encore sous une brume épaisse. Mon vol d'aujourd'hui me transportera vers Jaipur, en Inde, à 890 km, soit environ 3h02 de vol. Puis, je redécollerai pour un court trajet vers New Delhi, en Inde, atterrissant à l'aéroport international Indira Gandhi après un vol de 233 km et environ 51 minutes. Après avoir vérifié tous les systèmes de bord sur ma tablette embarquée et confirmé mon plan de vol, je m'aligne sur la piste. Je m'élance et décolle de l'aéroport de Karachi, quittant rapidement la ville vers l'est. Alors que je monte à une altitude de croisière de 5000 pieds, la vue s'élargit et je peux distinguer les contours de la ville qui se dissipent dans la brume matinale. Rapidement, je m'aperçois que cette région est très aride. Les paysages de sable et de roches se succèdent, marquant la sécheresse implacable de cette partie du Pakistan. Bientôt, je traverse la région humide du delta de l'Indus. Ce contraste frappant avec les terres arides et saisissant. Le delta, un réseau complexe de rivières et de marais, abrite une biodiversité riche et variée. Les eaux scintillent sous le soleil, et les terres verdoyantes offrent une vue rafraîchissante après les étendues désertiques. Après avoir survolé cette zone humide, je reviens à un désert immense. Le Thar, connu comme le Grand Désert indien, s'étend devant moi. Les dunes de sable ondulent à perte de vue, et l'aridité reprend ses droits. La chaleur est palpable même depuis les airs, et les rares habitations et oasis ponctuent ce paysage infini de manière sporadique. Alors que j'approche de Jodhpur, au Rajasthan, le désert commence à céder la place à des collines rocheuses et à des plaines arides parsemées de végétation éparse. Jodhpur, la ville bleue, se distingue par ses maisons bleues qui contrastent magnifiquement avec le paysage désertique. Le majestueux fort de Mehrangarh domine la ville. Je laisse Jodhpur derrière moi et avance dans cette région aride et montagneuse en direction de Jaipur. Les collines et les plaines arides défilent sous mes ailes, marquant l'étendue impressionnante du Rajasthan. À l'approche de Jaipur, je contacte la tour pour atterrir, comme l'indiquait le journal de Sheila Scott. Je ne connais pas la raison exacte pour laquelle Sheila s'était posée à Jaipur alors qu'elle avait assez d'autonomie pour aller jusqu'à Delhi en une traite. Je tente de contacter la tour à plusieurs reprises, mais la réponse reste muette. Peut-être est-ce un signe que cet arrêt est inutile, d'autant plus qu'il me reste la moitié de mon carburant. Prenant cela comme un signal, je décide de continuer mon vol sans escale et laisse Jaipur sous la brume. Je vire à gauche et prends un cap nord-est, déterminé à atteindre Delhi. Le paysage sous moi commence à changer progressivement, les montagnes s'aplanissent et la terre devient plus cultivée. Les champs et les petites localités se multiplient alors que je m'approche de la capitale indienne. Environ 52 minutes plus tard, après avoir survolé les derniers kilomètres de cette riche terre indienne, j'aperçois enfin les contours de Delhi à l'horizon. La ville s'étend, vaste et vibrante. Je contacte la tour de Delhi sur le canal 125.70, et on m'informe qu'une brume dense réduit la visibilité pour atterrir.
Je dois redoubler de vigilance et naviguer essentiellement aux instruments pour m'aligner sur la piste. Mon autorisation est donnée pour rejoindre la piste 29 litres sur la gauche. L'aéroport se trouve au croisement de trois villes, Gurgaon, Faridabad et New Delhi. Je remarque que la brume semble particulièrement dense au-dessus de ces zones très peuplées, ce qui me laisse penser qu'il s'agit d'un mélange de chaleur et de pollution urbaine. En dépit de la visibilité réduite, je parviens à trouver mon chemin grâce aux instruments de bord et me dirige vers l'aéroport sans difficulté majeure. Mes roues touchent le sol, et alors que je m'écarte de la piste pour rejoindre mon aire de stationnement, je sens le stress de l'atterrissage se dissiper. 119.575 Piper 29er Papa. Mon vol numéro 6 et 7 est maintenant validé par la Fédération. Une certaine sérénité m'envahit à mesure que j'avance dans ce tour du monde. Je suis impatient de découvrir New Delhi. Vol 8, jour 7. Après avoir atterri à New Delhi hier après-midi, j'ai profité de l'occasion pour explorer la ville. J'ai visité l'India Gate et le Qutb Minar, puis me suis rendu au Red Fort pour admirer son architecture moghole. Dans les bazars de Chandni Chowk, j'ai découvert la vie locale et goûté à des plats typiques. En soirée, j'ai dîné dans un restaurant réputé, savourant des spécialités indiennes. Ce matin, après un bon petit déjeuner, je rejoins mon Piper Comanche à 9h25, prêt à poursuivre mon voyage. Aujourd'hui, je vais parcourir 1312 km en environ 4h27 en direction de Kolkata, en Inde. En consultant la carte, je suis impressionné par la grande chaîne de l'Himalaya toute blanche qui longe mon itinéraire. Malheureusement, les montagnes se situent à environ 3000 km d'ici et sont trop éloignées pour être visibles depuis mon altitude. Je m'élance et décolle de l'aéroport international Indira Gandhi, piste 29 litres, en effectuant un beau tour de la ville pour profiter des vues urbaines avant de prendre le cap vers Kolkata, à Calcutta, Bengale occidental, en Inde. Je remonte la rivière Sahibi vers le nord, croisant la route 9 Main-Rohtak, animée par une circulation dense et des marchés en bord de route. Je survole le japonais Park Swarn Jayanti Park, ses espaces verts et ses lacs scintillants offrant un contraste apaisant. À hauteur de Shalimar Bagh, je vire à droite, survolant des résidences et des jardins luxuriants. Je me dirige maintenant vers le sud-est, survolant Ashok Vihar, un quartier vivant avec ses rues animées et ses bâtiments serrés. En avançant vers le centre-ville, je passe au-dessus de la station de chemin de fer Saré Rohilla, qui est bondée de voyageurs. À gauche, j'aperçois la place Connaught et ses rues en étoiles, un centre névralgique de l'activité urbaine. En bas à gauche, la célèbre porte de l'Inde, India Gate, se dresse majestueusement. Je m'éloigne progressivement, quittant la ville par le quartier du secteur 91. Les maisons cèdent la place aux champs agricoles et, en croisant la rivière Yamuna, je constate la transition vers les zones rurales, marquant le début de mon long vol vers Kolkata. J'avance vers l'est à travers les contrées de l'Inde et j'aperçois que pour nourrir ce milliard d'habitants, il en faut des champs de culture. Il y en a des milliers dans cette région, s'étendant à perte de vue. Les champs sont verdoyants et variés, cultivant du riz, du blé, des lentilles et de nombreuses autres denrées essentielles à la cuisine indienne. En survolant cette mosaïque agricole, je remarque de petites communautés rurales dispersées parmi les cultures, chaque village ayant ses propres systèmes d'irrigation et ses marchés locaux.
Ces zones rurales sont le cœur battant de l'Inde, où des millions de familles dépendent de l'agriculture pour leur subsistance. Le paysage change alors que j'approche de la ville de Kanpur, une importante plaque tournante industrielle et commerciale. À ma droite, je vois la rivière Gange serpentant à travers la ville, symbole de vie et de spiritualité pour des millions de personnes. Kanpur est également connu pour ses industries du cuir et du textile, qui contribuent de manière significative à l'économie locale. En continuant mon vol, je survole Allahabad, un autre point marquant de l'Inde. Connu pour son importance religieuse, c'est ici que se trouve le confluent des trois rivières sacrées, le Gange, la Yamuna et la mythique Sarasvati. Des millions de pèlerins viennent ici chaque année pour se baigner dans ces eaux sacrées lors du Kumbh Mela, l'un des plus grands rassemblements religieux au monde. Plus loin, le paysage devient de plus en plus boisé et vallonné à mesure que je m'approche de Varanasi, l'une des plus anciennes villes habitées en continu et un lieu sacré pour les hindous. La vue des escaliers menant au Gange, où des milliers de fidèles pratiquent leur rituel quotidien, est tout simplement impressionnante. Je poursuis ensuite vers l'est, survolant les plaines fertiles du Bihar et du Bengale occidental. Ces régions, bien que principalement agricoles, sont également riches en histoire et en culture. Le Bihar, par exemple, est le berceau du bouddhisme, avec des sites comme Bodh Gaya, où Bouddha a atteint l'illumination. Finalement, après plusieurs heures de vol, les vastes champs et les petites communautés laissent place aux structures plus urbaines alors que j'approche de Kolkata. Cette ville, autrefois capitale de l'Inde britannique, est un mélange fascinant d'histoire coloniale, de culture bengali et de modernité. Je commence à descendre vers l'aéroport, prêt à découvrir tout ce que cette métropole vibrante a à offrir. Le changement de nom de Calcutta à Kolkata vise à aligner le nom officiel de la ville avec sa prononciation en bengali, la langue locale. Ce changement reflète également un effort pour se débarrasser des vestiges de la colonisation britannique et réaffirmer l'identité culturelle et historique de la région. Adoptée officiellement en 2001, Kolkata renforce l'identité bengali et célèbre le patrimoine culturel distinct de ses habitants. Je contacte la tour et reçois l'autorisation pour atterrir sur la piste 19R de l'aéroport international Netaji Subhash Chandra Bose. Alors que je m'approche, je survole la rivière Hooghly, qui marque mon entrée dans Kolkata. Une nouvelle fois, je fais face à la brume persistante qui enveloppe la ville. Avec une navigation prudente, je m'aligne finalement sur la piste et effectue un atterrissage en douceur sur cet aéroport se situant au nord et à l'écart de la ville. Une fois les roues au sol, je m'écarte rapidement de la piste, et la validation de mon vol numéro 8 est confirmée. Vol 9, jour 8. Après une soirée mémorable à Kolkata, marquée par des découvertes culinaires et culturelles, je rejoins mon Piper Comanche pour entamer ce 9e vol, qui promet d'être tout aussi captivant. Direction Yangon, au Myanmar, avec une distance de 1027 km à parcourir en environ 3h25 à une altitude de croisière de 7000 pieds. Je décolle de l'aéroport international Netaji Subhash Chandra Bose et prends immédiatement la direction de l'Est. Le paysage se déploie sous moi avec une vue spectaculaire sur le grand delta des rivières, dont la Meghna est la plus imposante. Cette région est caractérisée par ses vastes zones marécageuses et ses canaux sinueux, créant un réseau d'eau labyrinthique. Les rizières et les terres agricoles en bordure du delta offrent un contraste saisissant avec les eaux tumultueuses. Je survole l'embouchure de cette rivière majestueuse, avant de changer de cap vers le sud-est à hauteur de l'aérodrome de Cox's Bazar, au Bangladesh. Cox's Bazar est réputée pour être la plus longue plage continue du monde, s'étendant sur environ 120 km, avec ses vues spectaculaires sur le golfe du Bengale.
En continuant ma route, je longe la frontière entre le Bangladesh et le Myanmar, admirant le contraste entre les terres agricoles verdoyantes et les vastes étendues d'eau. La ville de Sittwe se profile à l'horizon, située au bord de l'embouchure, entourée par les rivières qui se jettent dans le golfe du Bengale. Cette région est une importante zone portuaire, jouant un rôle clé dans le commerce maritime et la culture locale. Je traverse la baie où se situe l'île de Kiantaya, une petite île peuplée de villages côtiers pittoresques, avant de survoler l'île de Ramrey. Cette île est célèbre pour ses marais et ses mangroves, ainsi que pour ses crocodiles, qui ont contribué à sa réputation fascinante. Plus loin, je survole les magnifiques baies autour de Tandoué et la plage de Ngali, réputée pour son sable blanc immaculé et ses eaux turquoises, attirant des touristes en quête de tranquillité et de beauté naturelle. En continuant vers le sud, je découvre des forêts vierges, notamment la Sitseyan Reserve Forest, un sanctuaire de faune et flore préservée où la biodiversité est exceptionnellement riche. Je passe ensuite près de l'aéroport de Patin, une ville charmante en bordure du delta de la rivière Patin. Je prends un virage vers l'est en direction de Rangoon. Mon approche commence par le sud de la ville et je vire vers le nord à hauteur de la Botatong Pagoda, un célèbre temple bouddhiste connu pour ses reliques sacrées. Je survole divers quartiers résidentiels et la zone industrielle de Ward 116, une zone en plein développement avec ses usines et ses infrastructures croissantes. L'approche finale se fait sous une brume épaisse, un phénomène fréquent dans cette région en raison de l'humidité élevée et des variations de température. Je me pose en douceur sur la piste 21 de l'aéroport de Rangoon, où je suis accueilli et dirigé vers mon aire de stationnement. Super! Mon vol est validé par la fédération. Je peux accéder au vol suivant. Voilà les amis, c'est la fin de cette première vidéo de notre tour du monde express. Je vous laisse sur cette escale à Rangoon, en Birmanie. Demain, je redécollerai pour mon 10e vol en direction de la Thaïlande. J'espère que vous êtes impatients de découvrir la suite de mon voyage. N'hésitez pas à liker mes vidéos ou à me faire des commentaires. À bientôt dans mes prochaines aventures.